Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 23. Croyance en la croyance. Et puis Jeanne, qui était une craque-molle, dit le portrait d'une petite jeune femme coiffée d'un chapeau cousu d'or. Draco le nota. Ça n'en faisait que 28, mais il était temps de retourner voir Harry. L'anglais ayant beaucoup changé, il avait dû demander à d'autres portraits de l'aider à traduire, mais les plus âgés avaient décrit des sorts de première année qui ressemblaient fort à ceux qui existaient aujourd'hui. Draco en avait reconnu à peu près la moitié, et les autres n'avaient pas eu l'air plus puissant. La sensation de malaise dans son estomac avait augmenté à chaque réponse, jusqu'à ce qu'enfin, incapable d'en entendre plus, il ait préféré partir poser à d'autres portraits les étranges questions de Harry au sujet des mariages de Crackmol. Les 5 premiers portraits avaient prétendu ne connaître personne de ce genre, et Draco avait fini par demander à des portraits de demander à leur connaissance si elles en connaissaient. Et il était enfin parvenu à trouver quelques personnes vraiment prêtes à admettre qu'elles étaient amies avec des craquemolles. Le Serpentard en première année avait expliqué qu'il travaillait sur un projet important avec un cerf d'aigle, et que le cerf d'aigle lui avait dit qu'ils avaient besoin de cette information, et qu'il s'était ensuite enfui sans expliquer pourquoi. Cela lui avait valu beaucoup de regards compatissants. Les pieds de Draco étaient lourds, alors qu'il marchait dans les couloirs de Poudlard. Il aurait dû courir, mais il ne se sentait pas capable de trouver l'énergie nécessaire. Il continuait de penser qu'il ne voulait pas savoir, qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ça, qu'il ne voulait pas de cette responsabilité. Laissons juste Harry Potter faire ce qu'il y avait à faire. Si la magie disparaissait, laissons juste Harry Potter s'en occuper. Mais Draco savait que ça n'aurait pas été une sage décision. Froid les donjons de Serpentard, gris les murs de pierre, Draco aimait généralement l'atmosphère, mais il lui évoquait à présent l'idée de quelque chose en train de disparaître avec bien trop de force. Sa main sur la poignée de la porte, Harry Potter était déjà à l'intérieur, attendant, vêtu de sa houppelande à capuche. « Les anciens sorts de première année, dit Harry Potter. Qu'as-tu découvert ? Ils ne sont pas plus puissants que les sorts qu'on utilise aujourd'hui. » Le poing de Harry Potter frappa le bureau. Fort. « Bon sang. Très bien, Draco. Mon expérience à moi a été un échec. Il y a quelque chose nommé l'interdit de Merlin. » Draco se frappa sur le front, se rappelant soudain. Qui empêche quiconque d'apprendre quoi que ce soit au sujet des sorts puissants à partir des livres, même si on trouve les notes d'un sorcier puissant et qu'on les lit. Elles n'auront alors aucun sens car elles doivent passer d'un esprit vivant à un autre. Je n'ai pu trouver aucun sort puissant dont les instructions seraient disponibles, mais que nous ne serions pas capables de lancer. Mais si on ne peut pas les trouver dans les vieux livres, pourquoi est-ce que quiconque s'embêterait à transmettre ces sorts par le bouche à oreille après qu'ils aient cessé de fonctionner ? As-tu obtenu les données sur les couples de craquemolles ? Draco commença à tendre le parchemin. Mais Harry Potter leva une main. Loi de la science, Draco. D'abord je te dis la théorie et la prédiction, ensuite tu me montres les données. Comme ça, tu sais que je n'invente pas juste une théorie qui convient. Tu sais que la théorie a réellement prédit les données à l'avance. Je dois de toute façon te l'expliquer. Donc autant te l'expliquer avant que tu ne me montres les données. C'est la règle. Alors mets ta cape et asseyons-nous. Harry Potter s'assit à un bureau sur lequel des tonnes de papier brouillon étaient disposées. Draco enfila sa cape, tirée de son long cartable, et il s'assit face à Harry et jeta un regard confus vers les bouts de papier. Ils étaient disposés en 2 rangées, et les rangées faisaient à peu près 20 feuilles de long. « Le secret du sang, dit Harry Potter. Une expression intense dessinée sur le visage, est une chose nommée acide désoxyribonucléique. Tu ne prononces pas ce nom devant quelqu'un qui n'est pas un scientifique. L'acide désoxyribonucléique est la recette qui dit à ton corps comment grandir, que tu as 2 bras et 2 jambes, si tu es petit ou grand, si tu as des yeux marrons ou verts. C'est un objet physique, tu peux le voir si tu as des microscopes qui sont comme des télescopes mais qui regardent les choses qui sont très petites au lieu des choses très lointaines. Et cette recette a 2 copies de tout le temps, au cas où l'une des copies serait cassée. Imagine 2 longues rangées de bouts de papier, à chaque emplacement d'une rangée, il y a 2 bouts de papier, et quand tu as des enfants, ton corps choisit un bout de papier au hasard de chaque emplacement de la rangée, et le corps de la mère fera pareil. Et comme ça, l'enfant obtient 2 bouts de papier de chaque emplacement de la rangée, 2 copies de tout, une de la mère, une du père, et quand tu as des enfants, tu leur donnes un bout de papier choisi au hasard à chaque emplacement. Tandis qu'il parlait, les doigts de Harry passaient sur les paires de bouts de papier, pointant l'un des éléments de la paire quand il disait « de ta mère » et l'autre quand il disait « de ton père ». Et alors qu'il parlait, du fait de prendre des bouts de papier au hasard, sa main fit surgir une mornille de ses robes et la fit voltiger. Harry regarda la pièce, puis il pointa le bout de papier du haut, le tout sans interrompre son discours. Maintenant, quand il s'agit de savoir si on va être grand ou petit, il y a beaucoup d'emplacements dans la recette qui provoquent de petits changements. Donc si un père grand épouse une mère petite, l'enfant obtiendra quelques bouts de papier disant grand et d'autres disant petit. Et l'enfant se retrouvera probablement avec une hauteur moyenne. Mais pas toujours. L'enfant pourrait, par chance, obtenir beaucoup de bouts de papier disant grand et peu disant petit. Il grandirait alors beaucoup. Il pourrait y avoir un père grand qui posséderait 5 bouts de papier disant grand et une mère grande qui posséderait 5 bouts de papier disant grand et, par une chance incroyable, l'enfant obtiendrait les 10 bouts de papier disant grand. Et il se retrouverait être plus grand que 2. Tu comprends ?
Le sang n'est pas un fluide parfait, il ne se mélange pas parfaitement. L'acide désoxyribonucléique est fait de beaucoup de petits morceaux, comme un verre qui serait rempli de billes plutôt que d'eau. C'est pour ça qu'un enfant n'est pas toujours exactement dans la moyenne de ses parents. Draco écoutait, bouche bée. Nom de Merlin. Comment les Moldus avaient-ils fait pour découvrir cela? Ils pouvaient voir la recette? Maintenant, dit Harry Potter. Imagine que, comme pour la taille, il y ait beaucoup de petits emplacements dans la recette où un bout de papier disant magique ou pas magique pourrait se trouver. Si tu as assez de bouts de papier disant magique, tu es un sorcier. Si tu as beaucoup de ce genre de bouts de papier, tu es un sorcier puissant. Si tu en as trop peu, tu es un moldu, et entre les deux, tu es un craquemol. Alors, quand deux craquemols se marient, la plupart du temps, les enfants seront aussi des craquemols. Mais de temps en temps, un enfant sera chanceux et obtiendra la majeure partie des bouts de papier magiques de son père et la majeure partie des bouts de papier magiques de sa mère. Et il sera assez puissant pour être un sorcier. Mais probablement pas un sorcier très puissant. Si tu commençais avec beaucoup de sorciers puissants et que tu les faisais s'épouser, alors ils resteraient puissants. Mais s'ils commençaient à épouser des nés moldus à peine magiques ou des craquemols, tu comprends ? Le sang ne se mélangerait pas parfaitement, car c'est comme ça qu'il se comporte, comme un verre de billes et pas comme un verre d'eau. Dans ce cas, on verrait des sorciers puissants de temps en temps, quand, par chance, ils obtiendraient beaucoup de papier magique, mais ils ne seraient pas aussi puissants que les sorciers les plus puissants qui les auraient précédés. Draco hocha lentement la tête. Il avait déjà entendu cette idée auparavant. Il y avait une surprenante beauté à voir à quel point ça correspondait à l'explication de Harry. Mais, dit Harry, ce n'est qu'une hypothèse. Imagine qu'au lieu de ça, il n'y ait qu'un seul endroit dans la recette qui détermine si tu es un sorcier. Un seul endroit où un bout de papier peut dire magique ou pas magique. Et il y a toujours 2 copies de tout. Alors il n'y a que 3 possibilités. Les 2 copies peuvent dire magique, une copie peut dire magique et l'autre copie peut dire pas magique, ou les 2 copies peuvent dire pas magique. Sorcier, craquemol et moldu. Les nés moldus ne seraient pas vraiment nés de moldus, ils seraient nés de 2 craquemols, 2 parents ayant chacun une copie magique et qui auraient grandi dans le monde moldu. Maintenant, imagine qu'une sorcière épouse un craquemol. Chaque enfant obtiendrait toujours de sa mère un bout de papier disant magique, peu importe quel bout a été choisi au hasard, puisque les 2 disent magique. Mais, comme quand on jette une pièce, la moitié du temps, l'enfant obtiendrait le bout de papier disant magique de son père, et l'autre moitié du temps, l'enfant obtiendrait le bout de magique disant non magique de son père. Quand une sorcière épouserait un craquemol, le résultat ne serait pas beaucoup d'enfants faibles en magie. La moitié des enfants seraient des sorciers et des sorcières tout aussi puissants que leur mère, et l'autre moitié seraient des craquemols. Parce que s'il n'y a qu'un endroit dans la recette qui fait de toi un sorcier, alors la magie n'est pas un verre de billes qui se mélange, c'est plutôt comme une seule bille magique, comme une pierre de sorcier. Harry disposa 3 paires de papier côte à côte. Sur une paire, il écrivit magique et magique. Sur une paire, il écrivit magique sur le papier du haut seulement, et il laissa la 3e paire blanche. Auquel cas, dit Harry, soit tu as 2 pierres, soit tu n'en as aucune, soit tu es un sorcier, soit tu n'en es pas un. Les sorciers puissants le deviendraient en étudiant plus dur et en pratiquant plus, et le pouvoir des sorciers devient essentiellement moins puissant. Pas parce que des sorts sont perdus, mais parce que les gens ne peuvent plus les jeter. Alors peut-être qu'on mange de mauvais aliments ou quelque chose comme ça, mais si c'est devenu régulièrement pire dans les 800 dernières années, alors ça pourrait vouloir dire que la magie elle-même disparaît. Harry disposa 2 autres paires de papier, côte à côte, et sortit une plume. Bientôt, chaque paire eut un bout de papier disant magique et l'autre laissé vide. Ce qui m'amène à ma prédiction, dit Harry. Ce qui se passe quand 2 craquemols se marient. Jette une pièce 2 fois, elle peut être face puis face puis pile puis face, ou pile puis pile. Dans un quart du temps, tu obtiens 2 faces. Un quart du temps, tu obtiens 2 piles, et la moitié du temps, tu obtiendras une face et une pile. Pareil si 2 craquemols se marient. Un quart des enfants sera magique, et ils seront des sorciers. Un quart sera pas magique, et ce seront des moldus. L'autre moitié sera craquemol. C'est un motif très ancien et très classique. Il a été découvert par Gregor Mendel, loué soit sa mémoire, et c'était le premier indice jamais découvert au sujet de la façon dont la recette fonctionnait. Toute personne ayant la moindre connaissance en sciences du sang reconnaîtra instantanément ce motif. Il ne sera pas exact, pas plus que si tu jetais une pièce 40 fois, tu n'obtiendrais pas exactement 10 paires de 2 faces, mais si tu as obtenu 7 ou 13 sorciers parmi 40 enfants, alors c'est un fort indicateur. Voilà le test que je t'ai fait faire. Maintenant, voyons tes données. Et avant que Draco ne puisse même penser, Harry Potter prit le parchemin de ses mains. La gorge de Draco était très sèche. 28 enfants. Il ne se souvenait pas du nombre exact, mais il était à peu près sûr qu'un quart avait été des sorciers. 6 sorciers sur 28 enfants, dit Harry Potter après un moment. Eh bien voilà, il y a 8 siècles, les premières années jetaient les mêmes sorts au même niveau de pouvoir. Ton test et mon test ont produit le même résultat. Il y eut un long silence dans la salle. Et maintenant, murmura Draco. Il n'avait jamais été si terrifié. Ce n'est pas encore définitif, dit Harry Potter. Mon expérience a échoué, tu te souviens? J'ai besoin que tu conçoives un autre test, Draco. dit Draco. Sa voix se brisait. Je ne peux pas faire ça, Harry. C'est trop pour moi. Le regard de Harry était ardent. Si, tu peux, parce que tu dois le faire.
Moi j'y ai déjà réfléchi après avoir découvert l'interdit de Merlin. Draco, y a-t-il le moindre moyen permettant d'observer directement la force de la magie? Une méthode qui n'aurait rien à voir avec le sang des sorciers ou les sorts que l'on apprend? Le cerveau de Draco était juste vide. Tout ce qui affecte la magie affecte les sorciers, dit Harry. Mais dans ce cas, on ne peut pas dire si ça vient des sorciers ou de la magie. Qu'est-ce que la magie affecte qui n'est pas un sorcier? Les créatures magiques, évidemment, dit Draco sans même y penser. Harry Potter sourit lentement. Draco, c'est génial! C'était le genre de question stupide qu'on ne poserait que si on avait été élevé par des moldus. Puis le malaise dans l'estomac de Draco devint encore pire quand il comprit ce que cela voulait dire si les créatures magiques devenaient plus faibles. Il saurait alors, à coup sûr, que la magie disparaissait, et une partie de Draco était déjà certaine que c'était exactement ce qu'il allait découvrir. Il ne voulait pas voir ça, il ne voulait pas savoir. Harry Potter était déjà à mi-chemin de la porte. « Viens Draco, il y a un portrait pas loin, on lui demandera juste d'aller chercher quelqu'un de vieux, et on saura tout de suite. On a des capes, si quelqu'un nous voit, nous pourrons simplement nous enfuir. Allons-y !» Ça ne prit pas longtemps. C'était un large portrait, mais les 3 personnes qui s'y trouvaient y avaient l'air plutôt à l'étroit. Il y avait un homme d'âge moyen du XIIe siècle, habillé de pans de tissu noir. Il parlait à une jeune femme à l'air triste du XIVe siècle, dont les cheveux semblaient constamment faire des frisottis sur sa tête, comme si elle avait été chargée par un sort d'électricité statique. Et elle parlait à un vieil homme digne et desséché du XVIIe siècle, doté d'un nœud papillon en or massif. Et lui, il pouvait le comprendre. Ils posèrent des questions au sujet des détraqueurs. Ils posèrent des questions au sujet des phénix. Ils posèrent des questions au sujet des dragons et des trolls et des elfes de maison. Harry avait froncé les sourcils, faisant remarquer que les créatures ayant le plus besoin de magie pouvaient tout à fait être en train de disparaître, et il avait demandé quelles étaient les créatures magiques les plus puissantes que l'on ait jamais connues. Il n'y avait rien d'inhabituel dans la liste, mis à part une espèce de créature sombre nommée l'écorcheur d'esprit, et le traducteur avait fait remarquer qu'ils avaient finalement été exterminés par Harold Shea, et ces créatures ne semblaient pas être à moitié aussi terrifiantes que les détraqueurs. Apparemment, les créatures magiques étaient aussi puissantes aujourd'hui qu'elles l'avaient toujours été. Le malaise dans l'estomac de Draco se calma, et il se sentit juste dérouté. « Harry » dit Draco au beau milieu d'une phrase du vieil homme qui traduisait la liste des 11 pouvoirs des yeux de Tyranneuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Harry leva un doigt et le vieil homme acheva sa liste. Puis Harry remercia tous les portraits pour leur aide. Draco, presque entièrement en pilote automatique, le fit aussi avec bien plus de grâce. Et ils retournèrent dans la salle de classe. Et Harry sortit le parchemin original avec les hypothèses, et il commença à griffonner. Observation. La sorcellerie n'est pas aussi puissante qu'elle ne l'était quand Poudlard a été fondé. Hypothèse. 1. La magie elle-même disparaît. 2. Les sorciers se métissent avec les moldus et les craquemolles. 3. Le savoir permettant de jeter des sorts puissants se perd. 4. Les sorciers ne mangent pas ce qu'il faut quand ils sont enfants, ou quelque chose d'autre à part le sang les fait devenir plus faibles. 5. La technologie moldue interfère avec la magie. Depuis 800 ans ? 6. Les sorciers plus puissants ont moins d'enfants. Draco, fils unique, vérifiez si 3 sorciers puissants, Quirrell, Dumbledore, Seigneur des Ténèbres, ont eu des enfants. Test. A. Y a-t-il des sorts que l'on connaît mais qu'on ne peut pas jeter? 1 ou 2. Ou des sorts perdus qu'on ne connaît plus? 3. Résultat. Peu concluant à cause de l'interdit de Merlin. Pas de sorts connus injetables, mais ils pourraient simplement ne pas avoir été transmis. B. Les anciens élèves de première année jetaient-ils le même genre de sort qu'aujourd'hui, au même niveau de puissance? Faible élément de preuve pour 1 et contre 2, mais le sang pourrait aussi faire disparaître uniquement la sorcellerie puissante. Résultat. Les sorts de première année sont aussi puissants qu'avant. C. Test supplémentaire qui distingue entre 1 et 2 en utilisant les connaissances scientifiques sur le sang. J'expliquerai plus tard. Résultat. Il n'y a qu'un seul endroit dans la recette qui fait de quelqu'un un sorcier. Soit on a 2 papiers disant magique, soit on n'a rien. D. Les créatures magiques perdent-elles leur pouvoir? Distingue 1 de 2 ou 3. Résultat. Les créatures magiques semblent être aussi puissantes qu'elles ont toujours été. A a échoué, dit Harry Potter. B est un faible élément de preuve pour 1 au détriment de 2. C falsifie 2. D falsifie 1. 4 était peu probable et B contredit aussi 4. 5 était peu probable et D le contredit. 6 est falsifié en même temps que 2, ce qui nous laisse 3, interdit de Merlin ou pas. Je n'ai trouvé aucun sort connu ne pouvant être jeté, donc quand on additionne le tout, on dirait que le savoir est perdu. Et la trappe se referma. Dès que la panique fut partie, dès que Draco eut compris que la magie ne disparaissait pas, il n'eut besoin que de 5 secondes pour comprendre. Draco se repoussa loin du bureau et se leva si vite que sa chaise glissa sur le sol dans un bruit de raclement et se renversa. Donc tout ça n'était qu'un piège stupide. Harry Potter le fixa un moment, toujours assis. Quand il parla, sa voix était douce. C'était un test honnête, Draco. Si le résultat avait été différent, je l'aurais accepté. Ce n'est pas quelque chose au sujet duquel je tricherai. Jamais. Je n'ai pas regardé tes données avant d'avoir fait mes prédictions. Je t'ai dit à l'avance que l'interdit de Merlin annulait la première expérience. Oh, dit Draco.
la colère commençant à poindre dans sa voix. Tu ne savais pas comment tout ça finirait. Je ne savais rien que tu ne saches pas toi-même, dit Harry, toujours doucement. J'admets avoir suspecté. Hermione Granger est trop puissante. Elle aurait dû être à peine magique, et ce n'est pas le cas. Comment une née moldue pourrait-elle être la meilleure lanceuse de sorts de Poudlard? Et elle obtient aussi les meilleures notes à ses rédactions. C'est trop de coïncidence pour qu'une seule fille soit la meilleure en magie et en cours. À moins qu'il n'y ait une cause commune. L'existence de Hermione Granger laissait entendre qu'il n'y avait qu'une seule chose qui déterminait que l'on soit sorcier ou non. Quelque chose qu'on avait ou qu'on n'avait pas. Et que les différences de pouvoir venaient de la quantité de savoir et de travail. Et il n'y avait pas non plus différents sous-groupes de sang pur et de moldus, et ainsi de suite. Par bien trop d'aspects, le monde ne ressemblait pas à ce dont il aurait eu l'air si tu avais eu raison. Mais Draco, je n'ai rien vu que tu n'aurais pas pu toi-même remarquer. Je n'ai réalisé aucun test sans t'en parler. Je n'ai pas triché, Draco. Je voulais que nous trouvions la réponse ensemble, et avant que tu ne le dises, je n'avais jamais pensé que la magie pouvait disparaître du monde. Pour moi aussi, c'était une idée effrayante. C'est ça, dit Draco. Il faisait beaucoup d'efforts pour contrôler sa voix, pour ne pas se contenter de crier sur Harry. Tu prétends que tu ne vas pas courir le dire à qui que ce soit d'autre, pas sans t'avoir consulté avant, dit Harry. Il ouvrit ses mains et fit un geste suppliant. Draco, j'essaie d'être aussi gentil que possible, mais le monde s'est juste avéré ne pas être ainsi. Très bien, alors toi et moi en avons fini. Je vais juste m'en aller et oublier que tout ça ait jamais eu lieu. Draco fit demi-tour, sentant la sensation de brûlure dans sa gorge, le sentiment de trahison. Et c'est alors qu'il se rendit compte qu'il avait vraiment bien aimé Harry Potter. Et cette pensée ne le ralentit pas pour un instant, tandis qu'il marchait vers la porte de la salle. Et la voix de Harry Potter lui parvint, maintenant plus forte et inquiète. « Draco, tu ne peux pas oublier, ne comprends-tu pas? C'était ton sacrifice !» Draco s'arrêta au milieu d'une enjambée et pivota. « De quoi parles-tu » Mais il y avait déjà un froid glacé dans la colonne vertébrale de Draco. Il le sut avant même que Harry Potter ne le dise. Pour devenir un scientifique, tu as remis en question une de tes croyances, pas seulement une petite croyance, mais quelque chose qui avait une grande importance pour toi. Tu as fait des expériences, amassé des données, et le résultat a montré que ta croyance était fausse. Tu as vu les résultats et tu as compris ce qu'ils signifiaient. La voix de Harry Potter flanchait. Souviens-toi, Draco, tu ne peux pas sacrifier une vraie croyance de cette façon, parce que les expériences la confirmeront au lieu de la falsifier. Ton sacrifice pour devenir un scientifique a été ta fausse croyance que le sang de sorcier se mélangeait et devenait plus faible. Ce n'est pas vrai, dit Draco. Je n'ai pas sacrifié cette croyance, je le crois toujours. Sa voix devenait plus forte, et le frisson empirait. Harry Potter secoua la tête. Sa voix lui parvint comme un murmure. Draco, je suis désolé, Draco, tu ne le crois pas. Plus maintenant. La voix de Harry s'éleva à nouveau. Je vais te le prouver. Imagine que quelqu'un te dise qu'il a un dragon dans sa maison. Tu lui dis que tu veux le voir. Il te dit que c'est un dragon invisible. Tu lui dis très bien. Tu veux l'entendre bouger. Il te dit que c'est un dragon inaudible. Tu dis que tu vas jeter un peu de farine dans l'air et voir le contour du dragon. Il te dit que le dragon est perméable à la farine. Et ce qui est révélateur, c'est qu'il sait à l'avance exactement les résultats expérimentaux pour lesquels il va devoir trouver des excuses. Il sait que tout se passera exactement comme s'il n'y avait pas de dragon. Il sait à l'avance quelles excuses il devra inventer. Donc peut-être qu'il dit qu'il y a un dragon. Peut-être qu'il croit qu'il y a un dragon. Ça s'appelle croyance en la croyance. Mais il ne le croit pas vraiment. On peut se tromper sur ce qu'on croit. La plupart des gens ne se rendent jamais compte qu'il y a une différence entre croire quelque chose et penser qu'il est bon d'y croire. Harry Potter s'était maintenant levé du bureau et avait fait quelques pas en direction de Draco. Et Draco, tu ne crois plus au purisme du sang. Je vais te le montrer. Si le purisme du sang est vrai, l'existence de Hermione Granger n'a aucun sens. Et alors, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Peut-être qu'elle est une sorcière orpheline élevée par des moldus, comme moi. Je pourrais aller voir les Granger et lui demander de voir des photos de ses parents, pour voir si elles leur ressemblent. T'attendrais-tu à ce qu'ils aient l'air différents? Devrions-nous aller effectuer ce test? Ils l'ont sûrement mise avec des membres de sa famille éloignée, dit Draco, la voix tremblante. Ils se ressembleront. Tu vois? Tu sais déjà quel résultat expérimental tu vas devoir excuser. Si tu croyais toujours au purisme du sang, tu dirais, bien sûr, allons jeter un œil, je parie qu'elle ne ressemblera pas à ses parents, elle est trop puissante pour être une vraie née moldue. Ils l'ont sûrement mise avec des membres de sa famille éloignés. Les scientifiques peuvent faire des tests pour vérifier si quelqu'un est vraiment l'enfant de son père. Granger le ferait probablement si je donnais assez d'argent à sa famille. Elle n'aurait pas peur des résultats. Alors que t'attends-tu à ce que ces tests montrent? Dis-moi de les faire et nous les ferons. Mais tu sais déjà ce que les tests vont dire. Tu le sauras toujours, tu ne pourras jamais oublier. Tu pourras souhaiter croire au purisme du sang, mais tu t'attendras toujours à ce que les choses se passent exactement comme s'il n'y avait qu'une seule chose qui détermine que l'on soit un sorcier ou non. C'était ton sacrifice pour devenir un scientifique. La respiration de Draco était irrégulière. « Te rends-tu compte de ce que tu as fait ?» Draco bondit vers l'avant et saisit Harry par le col de ses robes. Sa voix devint un cri qui semblait insupportablement fort dans le silence de la salle fermée. « Te rends-tu compte de ce que tu as fait ?» La voix de Harry tremblait. « Tu avais une croyance. Cette croyance était fausse. Je t'ai aidé à le voir. Ce qui est vrai l'est déjà. L'admettre ne le rend pas pire. »
Les doigts de la main droite de Draco se refermèrent en un point et cette main s'abaissa avant de décoller, inarrêtable. Et elle frappa Harry Potter à la mâchoire si fort que son corps alla s'écraser contre un bureau, puis jusqu'au sol. « Idiot !» hurla Draco. « Idiot ! Idiot !» « Draco !» murmura Harry depuis le sol. « Draco, je suis désolé. Je ne pensais pas que ça aurait lieu avant des mois. Je ne m'attendais pas à ce que ton éveil scientifique soit aussi rapide. Je pensais que j'aurais plus de temps pour te préparer, pour t'enseigner les techniques permettant d'atténuer la souffrance engendrée lorsqu'on admet qu'on a tort. »« Et père !» dit Draco. Sa voix tremblait de rage. « Allais-tu le préparer, lui, ou est-ce que tu t'en fichais de ce qui se passerait ensuite ? Tu ne peux pas lui dire !» dit Harry, sa voix montant sous l'effet de l'inquiétude. « Il n'est pas un scientifique. Draco, tu as promis !» Pendant un moment, la pensée que père ne savait pas fut un soulagement. Puis la vraie colère commença à monter. « Donc tu as prévu que je mente et que je lui dise que j'y crois toujours ?» dit Draco, la voix tremblante. « Je devrais toujours lui mentir, et maintenant je ne pourrai pas être un mange-mort quand je serai grand, et je ne pourrai même pas lui dire pourquoi. Si ton père t'aime vraiment, murmura Harry depuis le sol, il t'aimera toujours, même si tu ne deviens pas un mange-mort. Et on dirait bien que ton père t'aime vraiment, Draco. »« Ton père adoptif est un scientifique, dit Draco. Les mots sortaient tels des couteaux acérés. Si tu n'allais pas devenir un scientifique, il t'aimerait toujours, mais tu serais un peu moins extraordinaire à ses yeux. » Harry eut un mouvement de recul. Le garçon ouvrit la bouche, comme pour dire « je suis désolé », puis la referma, semblant se raviser, ce qui était soit très intelligent, soit très chanceux, parce que s'il avait parlé, Draco aurait peut-être essayé de le tuer. « Tu aurais dû me mettre en garde, » dit Draco. Sa voix s'éleva. « Tu aurais dû me mettre en garde. Je l'ai fait à chaque fois que j'ai parlé du pouvoir. Je t'ai parlé du prix. Je t'ai dit que tu devrais admettre que tu avais tort. Je t'ai dit que ce serait le chemin le plus difficile pour toi. J'ai dit que c'était le sacrifice que tout le monde devait faire pour devenir un scientifique. J'ai dit, et si l'expérience dit une chose que ta famille et tes amis en disent une autre... » « Tu appelles ça une mise en garde ?» Draco criait à présent. « Tu appelles ça une mise en garde quand on fait un rituel qui exige un sacrifice permanent. Je... » Le garçon au sol avala sa salive. « Je suppose que je n'ai peut-être pas été clair. Je suis désolé, mais ce qui peut être détruit par la vérité doit l'être. » Le frapper n'aurait pas suffi. « Tu avais tort sur un point, » dit Draco, la voix mortelle. « Granger n'est pas l'élève la plus forte de Poudlard. Elle obtient juste les meilleures notes en cours. Tu es sur le point de comprendre la différence. » Un choc soudain apparut sur le visage de Harry. Il essaya de faire une roulade pour se remettre sur pied. C'était déjà trop tard pour lui. « Expelliarmus !» La baguette de Harry vola jusqu'à l'autre bout de la pièce. « Gomme Jabbar !» Une pulsation de noirceur ancrée frappa la main gauche de Harry. « C'est un sort de torture, » dit Draco. « C'est pour tirer des informations des gens. Je vais juste le laisser sur toi et fermer la porte derrière moi en partant. Peut-être que je réglerai le sort de Loquet pour qu'il s'estompe après quelques heures. Ou peut-être qu'il ne s'estompera pas avant que tu ne meures ici. Amuse-toi bien. » Draco recula d'une démarche fluide, baguette toujours pointée vers Harry. La main de Draco s'abaissa et ramassa son cartable sans que son bras ne vacille. La douleur était déjà visible sur le visage de Harry quand il parla. « Dois-je comprendre que les Malfoy sont au-dessus des lois sur la magie des mineurs ? Ce n'est pas parce que son sang est plus fort, c'est parce que tu as déjà pratiqué. Au début, tu étais aussi faible que n'importe lequel d'entre nous. Ma prédiction est-elle fausse ?» La main de Draco blanchit autour de sa baguette, mais sa visée demeura stable. « Juste pour que tu saches, » dit Harry, les dents serrées. « Si tu m'avais dit que j'avais tort, je t'aurais écouté. Je ne te torturerai jamais quand tu me montreras que j'ai tort, et tu le feras un jour. Tu es éveillé à la science, maintenant. Et même si tu n'apprends jamais à l'utiliser, tu seras toujours, Harry haleta, à la recherche de moyens de tester tes croyances. » La démarche de Draco était maintenant moins fluide, un peu plus rapide, et il dut faire un effort pour maintenir sa baguette sur Harry, tandis qu'il tendait la main en arrière pour ouvrir la porte et qu'il sortait de la salle. Puis Draco referma la porte, il jeta le sort de Loquet le plus puissant qu'il connaisse. Draco attendit d'avoir entendu le premier cri de Harry avant de jeter Sourdinam, puis il s'enfuit. « Ah, finite incantatem ! Ah !» La main gauche de Harry avait été plongée dans une marmite d'huile de cuisson bouillante et laissée là. Il avait tout donné pour jeter le finite incantatem et ça ne marchait toujours pas. Certains maléfices requéraient des contresorts spéciaux, sans lesquels on ne pouvait pas s'en défaire. Ou peut-être que Draco était juste bien plus fort. « Ah !» Sa main commençait vraiment à lui faire mal, et ça interférait avec les tentatives d'improvisation. Mais quelques cris plus tard, Harry comprit ce qu'il fallait qu'il fasse. Malheureusement, sa bourse était du mauvais côté de son corps, et il fallut se tordre quelque peu avant de pouvoir l'atteindre, en particulier avec son autre bras, qui fouettait l'air d'un mouvement réflexe incontrôlable, destiné à l'éloigner de la source de la douleur. « Quitte médical ! Quitte médical !» La lumière verte sur le sol était trop faible pour permettre d'y voir. Harry ne pouvait pas se tenir debout, il ne pouvait pas ramper. Il se laissa rouler sur le sol jusqu'à l'endroit où il pensait que sa baguette se trouvait. Elle n'était pas là. D'une main, il parvint à s'élever assez haut pour la voir. Il roula jusqu'à elle, la saisit, et revint en roulant jusqu'à l'endroit où le kit médical avait été laissé, ouvert. Il y eut aussi pas mal de hurlements et quelques vomissements.
Il fallut 8 essais avant que Harry ne parvienne à jeter Lumos. Et là, le kit n'avait pas été conçu pour être ouvert d'une seule main, parce que tous les sorciers étaient des idiots. Voilà pourquoi. Harry dut utiliser ses dents. Il lui fallut donc un moment avant de finalement parvenir à enrouler l'anesthésiu autour de sa main gauche. Quand toute sensation eut enfin quitté sa main, Harry laissa son esprit se disjoindre, et il resta allongé, immobile au sol, et il pleura pendant un moment. « Eh bien, dit silencieusement l'esprit de Harry à lui-même, après qu'il eut assez récupéré pour penser ces mots. Ça valait le coup ? Lentement, la main fonctionnelle de Harry attrapa son bureau. Harry se hissa sur ses pieds, prit une profonde inspiration, expira, sourit. Ce n'était pas un grand sourire, mais c'était un sourire quand même. Merci, professeur Quirrell, je n'aurais pas pu perdre sans vous. Il n'avait pas racheté Draco, loin de là. Contrairement à ce que Draco lui-même pouvait à présent croire, il était toujours l'enfant d'un mange-mort jusqu'au bout des ongles, toujours un garçon qui avait grandi en pensant que violer, c'était quelque chose que les enfants cool et plus âgés faisaient. Mais c'était un sacré début. Harry ne pouvait pas prétendre que tout s'était déroulé exactement comme prévu. Tout s'était déroulé exactement comme inventé au fur et à mesure. Le plan avait prévu que cela n'arrive pas avant environ décembre, après que Harry ait appris à Draco les techniques permettant de ne pas nier une preuve quand on se retrouvait face à elle. Mais il avait vu l'air sur le visage de Draco. Il s'était rendu compte que Draco prenait déjà une hypothèse alternative au sérieux, et Harry avait fait feu de tout bois. En rationalité, un cas de réelle curiosité avait le même pouvoir salvateur qu'un cas de véritable amour en avait dans les films. Rétrospectivement, Harry s'était donné quelques heures pour faire la découverte la plus importante de l'histoire de la magie, et quelques mois pour briser les barrières sous-développées d'un garçon de 11 ans, ce qui indiquait peut-être que Harry avait une déficience cognitive majeure lorsqu'il s'agissait d'estimer les temps d'exécution des tâches. Harry allait-il aller en enfer de la science pour ce qu'il avait fait ? Il n'en était pas certain. Il s'était arrangé pour garder l'attention de Draco concentrée sur la possibilité que la magie disparaisse. Il s'était assuré que Draco s'occupe des expériences qui semblaient au premier abord pointer dans cette direction. Il avait attendu d'avoir expliqué la génétique avant de pousser à considérer les créatures magiques. Bien que Harry ait pensé en termes d'anciens artefacts tels que le Choixpeau, que personne ne pouvait plus dupliquer, mais qui continuaient de fonctionner. Mais Harry n'avait pas vraiment exagéré la moindre preuve, il n'avait pas détourné le sens d'un seul des résultats. Quand l'interdit de Merlin avait invalidé le test qui aurait dû être décisif, il l'avait tout de suite dit à Draco. Puis ce qui s'était passé ensuite... Mais il n'avait pas menti à Draco. Draco l'avait cru, et ça le rendrait vrai. La fin n'avait certes pas été amusante. Harry se retourna et chancela jusqu'à la porte. Il était temps de tester le sort de verrouillage de Draco. La première étape était simplement d'essayer de tourner la poignée. Draco aurait pu bluffer. Draco n'avait pas bluffé. Finite incantatem. La voix de Harry était plutôt rauque, et il pouvait sentir que le sort n'avait pas pris. Alors Harry essaya de nouveau, et cette fois il sentit le sort se lancer, mais un autre tour de poignée montra qu'il n'avait pas fonctionné. Pas surprenant. C'était le moment de sortir l'artillerie lourde. Harry prit une profonde inspiration. Ce sort était l'un des plus puissants qu'il ait appris jusqu'alors. Allo Mora. Harry chancela un peu après l'avoir prononcé, et la porte de la salle ne s'ouvrit toujours pas. Ce qui surprit Harry. Bien sûr, il n'avait certainement pas compté s'approcher du couloir interdit de Dumbledore, mais un sort permettant d'ouvrir des verrous magiques semblait être de toute façon utile, alors Harry l'avait appris. Le couloir interdit de Dumbledore était-il censé attirer les gens assez stupides pour ne pas se rendre compte que la sécurité de celui-ci était pire que celle que Draco Malfoy aurait su mettre en place ? La peur affluait de nouveau dans l'organisme de Harry. La note dans le kit médical avait dit que l'anesthésiu pouvait être utilisé de façon sûre pendant 30 minutes maximum, après quoi il se détacherait automatiquement et ne serait pas réutilisable avant 24 heures. Il était maintenant 18h51, il avait mis l'anesthésiu environ 5 minutes auparavant. Alors Harry fit un pas en arrière et examina la porte. C'était un solide panneau de chêne sombre, uniquement interrompu par la poignée de laiton. Harry ne connaissait ni sort explosif, ni sort coupant, ni sort fracassant, et métamorphoser des explosifs aurait enfreint la règle contre la métamorphose de choses destinées à être brûlées. L'acide était un liquide, et il aurait produit des vapeurs. Mais ce n'était pas un obstacle pour quelqu'un de créatif. Harry posa sa baguette contre les charnières en laiton, et se concentra sur la notion de coton en tant qu'entité abstraite, détachée de tout coton tangible, ainsi que sur le matériau du laiton en lui-même, détaché de la structure qui faisait de lui une charnière, et il mêla les deux concepts, imposant une forme sur une substance. Une heure de pratique de la métamorphose pendant un mois avait mené Harry à un niveau où il pouvait métamorphoser un sujet de 5 cm3 en à peine 1 minute. Après 2 minutes, la charnière n'avait pas du tout changé. Quiconque avait conçu le sort de verrouillage de Draco avait aussi pensé à ça, où la porte faisait partie de Poudlard, et le château était immunisé. Un coup d'œil révéla que les murs étaient faits de pierres solides, tout comme le sol, et le plafond. On ne pouvait métamorphoser une partie séparément d'un tout, si le tout était solide. Harry aurait pu essayer de métamorphoser le mur entier, ce qui aurait pris des heures ou peut-être des jours d'efforts continus, et encore si c'était faisable, et si le mur n'était pas contigu avec le reste du château. Le retourneur de temps de Harry ne s'ouvrirait pas avant 21h. Après cela, il pourrait revenir à 18h, avant que la porte ne soit verrouillée. Combien de temps durerait le sort de torture ?
Harry avala sa salive, avec difficulté. Des larmes s'amoncelaient à nouveau dans ses yeux. Son brillant esprit créatif venait d'offrir une suggestion ingénieuse que Harry coupe sa main en utilisant sa scie à métaux qui était dans la boîte à outils de sa bourse, ce qui lui ferait évidemment mal, mais qui pourrait lui faire bien moins mal que le sort de douleur de Draco puisqu'il n'y aurait plus de nerfs. Et il avait toujours des garrots dans le kit de soins. Et c'était bien sûr une idée horriblement stupide que Harry regretterait pour le restant de ses jours. Mais Harry ne savait pas s'il pourrait tenir 2 heures sous la torture. Il voulait sortir de cette salle. Il voulait en sortir maintenant. Il ne voulait pas avoir à attendre là pendant 2 heures en hurlant jusqu'à ce qu'il puisse utiliser le retourneur de temps. Il fallait qu'il sorte et qu'il trouve quelqu'un capable de débarrasser sa main gauche du sort de torture. Pense, cria Harry à l'intention de son cerveau. Pense, pense. Le dortoir de Serpentard était majoritairement inoccupé. Les gens étaient au dîner. Sans qu'il sache pourquoi, Draco ne se sentait pas très en appétit. Draco ferma la porte de sa chambre privée, la verrouilla, l'ensorcela, la sourdina, s'assit sur son lit et commença à pleurer. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste. C'était la première fois qu'il avait vraiment tout perdu. Père l'avait prévenu que la véritable défaite lui ferait mal la première fois, mais il avait tellement perdu. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste qu'il perde tout à sa première défaite. Quelque part dans les donjons, un garçon que Draco avait vraiment bien aimé hurlait de douleur. Jamais auparavant, Draco n'avait fait de mal à quelqu'un qu'il appréciait. Punir les gens qui le méritaient était censé être amusant, mais là, ça le faisait se sentir malade. Père ne l'avait pas mis en garde contre cette sensation, et Draco se demanda si c'était une leçon difficile que tout le monde devait apprendre en grandissant, ou s'il n'était qu'un faible. Draco aurait aimé que ce soit Pansy qui soit en train de crier, il se serait senti mieux. Et le pire, c'était de savoir que c'était peut-être une erreur d'avoir fait du mal à Harry Potter. Qui serait là pour Draco maintenant? Dumbledore, après ce qu'il avait fait? Draco aurait préféré être brûlé vif. Draco allait devoir revenir vers Harry Potter parce qu'il n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Et si Harry Potter disait qu'il ne voulait pas de lui, alors Draco ne serait rien. Juste un pathétique petit garçon qui ne pourrait jamais être un mange-mort, ne pourrait jamais rejoindre le camp de Dumbledore et ne pourrait jamais apprendre la science. Le piège avait été parfaitement mis en place, parfaitement exécuté. Père avait prévenu Draco, encore et encore, que ce que l'on sacrifiait lors d'un rituel noir ne pouvait pas être retrouvé. Mais Père n'avait pas su que les maudits moldus avaient inventé des rituels qui ne nécessitaient pas de baguette, des rituels que l'on pouvait être poussé à faire sans le savoir. Et ce n'était là qu'un seul des terribles secrets que les scientifiques connaissaient et que Harry Potter avait apporté avec lui. Draco commença alors à pleurer plus fort. Il ne voulait pas l'être, mais revenir en arrière était impossible. C'était trop tard, il était déjà un scientifique. Draco savait qu'il aurait dû retourner voir Harry Potter, le libérer et présenter ses excuses. Ça aurait été la démarche intelligente. Au lieu de ça, Draco resta au lit et pleurnicha. Il avait déjà fait souffrir Harry Potter, ça serait peut-être la seule fois où il pourrait jamais lui faire du mal, et il devrait chérir ce souvenir pour le restant de ses jours. Qu'il continue de crier. Harry Potter laissa tomber les restes de sa scie à métaux, les charnières dans les tons s'étaient révélées insensibles, à peine rayées. Et Harry commença à suspecter que même l'acte désespéré consistant à essayer de métamorphoser de l'acide ou des explosifs aurait échoué à ouvrir cette porte. Le côté positif, c'était que cette tentative avait détruit la scie à métaux. Sa montre disait qu'il était 19h02. Avec moins de 15 minutes restantes, Harry essaya de se souvenir s'il y avait d'autres choses coupantes dans sa bourse qui avaient besoin d'être détruites. Et il sentit une autre montée de larmes s'accumuler. Si seulement il avait pu, quand son retourneur de temps se serait ouvert, revenir dans le passé et empêcher... Et c'est alors que Harry se rendit compte qu'il était un idiot. Ce n'était pas la première fois qu'il avait été enfermé. Le professeur McGonagall lui avait déjà donné la méthode correcte. Elle lui avait aussi dit de ne pas utiliser les retourneurs de temps pour ce genre de choses. Le professeur McGonagall ne se rendrait-elle pas compte que ce cas justifiait bien une exception, ou allait-elle juste lui interdire tout usage du retourneur de temps? Harry rassembla ses affaires dans sa bourse, toutes les preuves. Un récurvite s'occupa du vomi au sol, mais pas de la sueur qui avait trempé ses robes. Il laissa les bureaux renversés, car ce n'était pas assez important pour qu'il le fasse d'une seule main. Lorsqu'il eut fini, Harry jeta un coup d'œil à sa montre. 19h04. Et Harry attendit alors. Les secondes s'écoulèrent, lui semblant d'être des années. À 19h07, la porte s'ouvrit. Le visage à la barbe bouffante du professeur Flitwick semblait plutôt soucieux. « Vous allez bien, Harry ?» dit la voix haut perchée du directeur de Serdaigle. « J'ai eu une note disant que vous aviez été enfermé ici. »